Mes parents ont abandonné mon frère autiste à l'école parce qu'ils en avaient assez de lui, mais ils ont été arrêtés quand ma mère a lancé son sac à main sur un policier et que mon père a défendu son honneur. Je garde ça pour moi depuis 2 jours. Je ne sais même pas sur quel subreddit je devrais poster ça. J'ai récupéré mon frère autiste après que nos parents l'ont laissé. Littéralement laissé assis devant son école jusqu'à presque 21h. Il a 12 ans et il est autiste non-verbal. Il est resté assis devant cette école pendant des heures, alors que le soleil se couchait et que tous les professeurs et élèves étaient déjà rentrés dîner chez eux. Et quand nos parents ont finalement daigné apparaître, ce n'était pas parce que quelqu'un s'en était souvenu, un agent les avait appelés. Je ne sais même pas par où commencer, alors je commence là où je l'ai appris. Lundi soir, j'étais chez moi devant la télé quand j'ai reçu un appel. C'était la police, un officier de sécurité scolaire qui aidait à coordonner un appel depuis le bureau de l'école de mon frère. Apparemment, ils essayaient de joindre quelqu'un sur la liste des contacts d'urgence depuis des heures. Aucune réponse de notre mère. Aucune réponse de notre père. Personne sur la liste ne pouvait arriver à temps. Le personnel était déjà resté tard, mais à ce moment-là il ne restait que l'officier et mon frère. J'entendais mon frère en arrière-plan faire des sons de détresse, ces bruits de steaming quand il a peur. Je n'avais pas entendu ce son depuis la fois où il s'était retrouvé coincé dans un ascenseur. J'ai demandé où ils étaient, j'ai dit que j'arrivais, et j'ai à peine pensé à enfiler des chaussures avant de courir dehors. J'habite à environ 30 minutes de l'école. Il était toujours assis sur les marches quand je suis arrivé. J'aurais pu tuer nos parents. J'aurais pu les tuer tous les deux. L'officier m'a dit qu'il avait déjà laissé des messages vocaux, documenté la situation, et qu'il allait devoir faire un rapport à la protection de l'enfance. Il m'a demandé si je pouvais garder mon frère pour la nuit. J'ai dit oui sans hésiter. Mon frère a couru vers moi comme s'il avait encore 5 ans. Une fois à la maison, je l'ai installé sur le canapé avec sa couverture et YouTube. Puis j'ai appelé ma mère. Elle a décroché au 2e appel, l'air agacé. Je lui ai demandé où elle était. Elle a répliqué, « Ton père et moi étions en train de parler, les choses se sont tendues et nous avons oublié d'aller le chercher, voilà. » J'ai demandé, « Vous avez oublié votre enfant handicapé, oublié qu'il vous attendait ?» Et elle a juste dit, « Tu ne comprends pas comme c'est stressant ici. » Voilà, c'était toute son explication. Quand j'ai demandé à parler à mon père, elle a dit qu'il ne voulait pas parler. Apparemment il hurlait que c'est pour ça qu'on ne peut plus continuer comme ça, qu'il n'avait pas signé pour être coincé avec un enfant, cassé. J'ai raccroché. J'avais 1000 choses à dire, mais j'ai juste raccroché. Le lendemain matin, j'ai gardé mon frère à la maison. Je n'allais pas l'envoyer reprendre sa routine comme si de rien n'était. Il a à peine dormi cette nuit-là. Chaque fois que j'éteignais la lumière, il gémissait et se mettait à se balancer. Mon appartement est petit, mais je l'ai laissé dormir dans mon lit, et je me suis installé sur une couverture par terre à côté de lui, comme quand nous étions enfants. J'ai commencé à faire des appels. J'ai dit à l'école de ne pas remettre mon frère à nos parents dans aucune circonstance. Je leur ai donné le numéro du rapport de police. J'ai appelé moi-même les services de protection de l'enfance et j'ai tout expliqué, même s'ils avaient déjà la déclaration de l'agent. Je m'en fichais, je voulais que mon nom y figure, je voulais que quelqu'un sache qu'il était en sécurité maintenant. Puis ils se sont pointés. Cet après-midi-là, vers 16h, j'ai regardé par le Judas et j'ai vu ma mère et mon père. Tous les deux, alors que mon frère était sur le canapé en train de manger des biscuits. J'ai dit à mon frère de rester là, j'ai ouvert la porte à peine d'1 centimètre et j'ai demandé ce qu'il voulait. Avant que je ne puisse dire un mot, ma mère a commencé avec cette voix à moitié sincère, comme si elle jouait la mère inquiète dans un téléfilm. Elle a dit un truc du genre, on pensait qu'on pouvait le ramener à la maison maintenant, on a eu le temps de se calmer. J'ai dit non, mon frère restait ici. J'ai dit qu'il l'avait abandonné et que je ne le laissais pas revenir chez eux. Mon père est intervenu et a commencé à hausser le ton. Il a dit que je réagissais de manière excessive, que rien de grave n'était arrivé et que tout allait bien maintenant, que c'était même bien pour lui d'apprendre à être un peu plus indépendant. C'est là que j'ai compris qu'il ne l'avait pas oublié, il l'avait laissé là volontairement. J'ai demandé clairement, vous l'avez laissé là pour faire passer un message ? Ma mère a dit, ne déforme pas les choses, on avait besoin d'espace. De l'espace, d'un enfant de 12 ans qui ne parle pas et dépend d'eux pour absolument tout du matin au soir. Je leur ai dit de quitter mon perron où j'appelais la police. Et devinez quoi ? Je n'en ai même pas eu besoin, parce que 3 minutes plus tard, le même officier de sécurité scolaire de la veille s'est garé devant chez moi. Apparemment, après mon appel à la protection de l'enfance ce matin-là, ils avaient signalé l'adresse de mes parents pour un suivi. Mais l'officier a reconnu mon nom et a pensé qu'il valait mieux venir vérifier chez moi d'abord. Quand il a vu mes parents en train de crier à travers la porte, il a demandé ce qu'il se passait. Et ma mère a complètement perdu les pédales. Elle s'est mise à hurler qu'elle était ravie qu'un policier soit là parce que c'était un enlèvement, que je volais son enfant. Elle a essayé de pousser la porte et l'officier lui a dit de reculer. L'officier lui a dit qu'il était là à cause de ce qui s'était passé la veille, l'abandon de mon frère, et qu'il était seulement soulagé que l'enfant soit bien pris en charge et pas de retour chez les parents qui l'avaient abandonné. C'est à ce moment qu'elle a compris qu'il n'était pas de leur côté. Elle a attrapé son sac, ce grand sac en faux cuir qu'elle traîne depuis 10 ans, et l'a lancé sur lui. Elle l'a lancé fort.
Il a frappé sa poitrine. La boucle l'a effleuré au visage. Mon père est intervenu, voulant jouer les héros. Il s'est mis à crier « Ne touchez pas à ma femme », tout en attrapant le bras de l'officier. La seconde d'après, ils étaient tous les deux menottés sur ma pelouse. L'officier a appelé des renforts, et je suis juste resté là à regarder tout le cirque pendant que mon frère s'agrippait à ma taille. Tout le voisinage est sorti. J'ai vu notre voisine d'en face filmer avec son téléphone. L'officier s'est excusé auprès de moi. Il s'est excusé d'avoir arrêté mes parents, il a dit qu'il détestait faire ça, mais que la situation dégénérait et qu'il devait suivre le protocole. Je lui ai dit de suivre la procédure à la lettre. Ils ont été inculpés pour agression sur un agent et entrave à une enquête de la protection de l'enfance. J'ai appelé mon travail et dit que j'avais besoin d'un congé familial d'urgence. Mon frère n'est pas retourné à l'école. Je suis constamment au téléphone avec la protection de l'enfance, des avocats, son travailleur social spécialisé en éducation, en train d'essayer de comprendre la suite. Nous avons mangé de la pizza 3 soirs d'affilée parce que c'est le plus simple, mais bientôt je vais devoir penser à des repas plus nutritifs. Je réapprends tout ce que j'avais oublié depuis que j'ai quitté la maison. Mais ça va, il est en sécurité. Il n'a pas fait de crise depuis cette première nuit. Il s'endort chaque soir contre moi sur le canapé, et je le porte au lit. Je n'ai pas demandé à être son tuteur, mais bon sang je ne les laisserai plus jamais l'approcher. S'il faut obtenir la garde, je le ferai. S'il faut exploser ma relation avec toute ma famille, je le ferai. Parce que maintenant j'ai vu, vraiment vu, ce qu'ils sont, et ils méritent tellement mieux qu'eux. Mise à jour 1. Mes parents essaient de récupérer la garde et disent que j'ai manipulé mon frère pour qu'il ait peur d'eux. Ma mère s'est présentée en larmes à son école avec une Bible et la sécurité a dû l'escorter dehors. Je n'étais pas préparé au message, ni au fait que des gens m'ont dit avoir pleuré en lisant, ni à ceux qui ont un frère ou un proche avec ce handicap ou un autre. Si vous avez commenté ou envoyé un message et que je n'ai pas répondu, ce n'est pas parce que je n'ai pas vu. C'est parce que tout avance à 200 km/h. Mais merci. Voici la mise à jour. Après l'arrestation, les services de protection de l'enfance ont ouvert un dossier officiel et assigné une assistante sociale. Elle est venue chez moi 3 jours plus tard. Très polie, début de la trentaine. Elle a posé des questions, et je lui ai tout dit. Je lui ai donné toutes les preuves que j'avais que mes parents étaient inaptes. Elle hochait la tête, prenait des notes, puis elle a posé la question « Êtes-vous prêt à devenir son tuteur légal si le tribunal juge vos parents inaptes ?» Je n'ai pas hésité une seconde, j'ai dit oui. C'est venu naturellement. Je n'avais pas de plan, je n'en ai toujours pas, mais je l'ai regardé, lui, et j'ai pensé « Personne d'autre ne viendra pour lui. » Et j'ai su. Le lendemain matin, j'ai commencé à chercher des avocats spécialisés en droit familial. Ce même jour, mes parents ont engagé un avocat. Apparemment, une fois le choc de l'arrestation passé, ils ont compris que je ne bluffais pas. Ils ont compris qu'ils pouvaient le perdre, et le perdre signifiait perdre les allocations handicap. Oui, j'avais oublié de mentionner ce petit détail. Mon frère reçoit des prestations complètes, SSI, revenus de soutien, Medicaid, et une allocation mensuelle pour les services de développement. Je n'avais jamais trop pensé à tout ça avant, mais c'est logique qu'ils ne veuillent pas perdre ça. Une minute ils se plaignent qu'il ait trop de travail, la suivante ils veulent le récupérer. Il y a 2 jours, mardi matin, mon téléphone a sonné pendant que j'étais en réunion avec mon patron. C'était l'école. J'ai décroché immédiatement, et la secrétaire m'a dit, avec une voix calme mais clairement paniquée, que ma mère s'était présentée à l'improviste et exigeait de voir mon frère. Elle avait une Bible. Elle pleurait, du mascara coulant partout, serrant ce maudit livre dans une main et une photo plastifiée de lui petit dans l'autre. Elle répétait des choses comme « Le diable retourne mon bébé contre moi et je briserai le sortilège qu'il subit ». La sécurité a dû l'expulser. Mon frère ne l'a même pas vu, Dieu merci. L'enseignante avait été prévenue à l'avance et l'a emmené dans une salle calme avec casque anti-bruit dès que le bureau l'a averti de la chasseuse de démons, plus connue sous le nom de ma mère. La directrice m'a appelé personnellement, m'a dit qu'elle n'avait jamais vu ça, que l'école ferait un rapport et que je devrais envisager d'en faire un aussi. J'en ai déposé un l'après-midi même. Mon père ne s'est pas encore montré, mais je sais qu'il rôde. Leur avocat a envoyé une lettre au mien m'accusant d'aliénation parentale et d'influencer indûment un mineur ayant des limitations de communication connues. Traduction, ils pensent que j'ai manipulé mon frère autiste non-verbal pour qu'il ne veuille plus vivre avec eux. Le niveau de déni est incroyable. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils communiquent plus. Pas des mots entiers, mais des signes, des sons. Il rit davantage. Il ne s'est pas auto-blessé, n'a pas eu de balancement de peur une seule fois cette semaine. Il dort toute la nuit. Il signe en sécurité quand je lui donne son oreiller. Je pense qu'ils ont sous-estimé tout ce qui le retient. Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il ne peut pas communiquer. Je suis dépassé. J'ai peur. Je suis tellement fatigué que mes dents me font mal. Mais c'est la bonne chose, c'est un bon combat, et je veux le mener parce que c'est juste. Demain a lieu notre première audience, la demande de tutelle temporaire d'urgence. Mon avocat dit que nous avons une affaire solide, mais rien n'est garanti. Mes parents essaient d'effacer ce qu'ils ont fait à l'agent, prétendent que c'est l'agent qui les a provoqués, que ma mère a un trouble nerveux qui l'a poussé à lancer le sac et que ce n'était pas une crise de rage. Mon père dit qu'il n'a pas touché l'agent,
qu'il a juste levé les mains dans un appel passionné. Leur avocat demande un droit de visite supervisé pour préserver le lien. Si le juge accorde des visites supervisées, je gérerai. Mais si on suggère même une garde partagée, je ne sais pas ce que je ferai. C'est mon frère, et je ne le rendrai pas à des parents qui n'ont même pas les compétences pour s'occuper d'un succulent. Mise à jour 2. Le juge m'a accordé la tutelle d'urgence. Ma mère a hurlé dans la salle d'audience et m'a traité d'usurpatrice démoniaque. Mon père a essayé de nous suivre jusqu'au parking ensuite et les huissiers ont dû le retenir physiquement. J'écris ceci depuis ma voiture sur le parking du tribunal. Mon frère est sur le siège arrière en train de manger un muffin et de regarder son iPad avec un casque, complètement inconscient du fait que notre famille entière vient d'exploser en salle d'audience il y a 20 minutes. Je ne suis pas encore parti. J'avais juste besoin de m'asseoir et de sortir ça de moi en le mettant en mots. Donc voilà, on a gagné pour l'instant. Le juge m'a accordé la tutelle temporaire d'urgence de mon frère. Ce n'est pas encore la garde complète, mais c'est une énorme étape. Ça signifie que mes parents n'ont actuellement aucune autorité légale sur lui. Aucune visite, aucun contact, rien jusqu'à la prochaine audience dans 90 jours. Y arriver, obtenir cette décision, a été un enfer. Ce matin, nous sommes arrivés au tribunal vers 8 heures. Mon avocat nous a retrouvés sur le parking et m'a aidé à faire entrer mon frère sans croiser mes parents. Nous avons attendu dans une petite salle avec des chaises grises et des murs beiges défraîchis qui donnent une impression de traumatisme. Mon frère s'accrochait à mon bras, pas vraiment effrayé, mais tendu. Il n'aime pas les endroits inconnus, les lumières fluorescentes, ni les gens en costume. Puis on nous a appelés. Je ne sais pas ce que j'attendais, quelque chose de calme et de stérile, peut-être. Mais au moment où je suis entré et que j'ai vu mes parents à l'autre table, ma mère déjà en train de pleurer dans un mouchoir, j'ai compris que ce serait un cauchemar, pas du tout simple. Leur avocat a commencé en disant qu'ils avaient fait une erreur ce soir-là devant l'école, juste un bref moment d'égarement, pas un schéma d'abus, qu'ils regrettaient profondément leur comportement et suivaient une thérapie spirituelle pour revenir à leurs valeurs familiales. Puis ils m'ont accusé d'avoir manipulé mon frère, d'avoir utilisé mon indépendance financière et mon accès émotionnel pour le monter contre eux. Ils ont dit que j'avais profité de leur détresse temporaire pour prendre le contrôle et transformer une situation gérable en bataille de garde. J'avais envie de rire ou de répliquer, vraiment envie, mais mon avocat m'a pressé le bras sous la table, genre non, ne leur donne rien. Puis ce fut mon tour. J'ai apporté des photos, des textos, le rapport de police, des copies de l'interdiction de pénétrer sur les lieux émises par l'école contre ma mère. J'ai lu une partie de la transcription du 911 après qu'elle a lancé son sac. D'ailleurs, le sac est toujours conservé comme preuve. Honnêtement, la police a rendu service à ma mère en prenant ce sac, elle aurait dû le jeter depuis des années, il est tellement laid. J'ai expliqué la routine de mon frère chez moi, ce qu'il mange, les émissions qu'il aime, comment il communique de plus en plus. J'ai dit au juge qu'il n'a pas eu une seule crise depuis qu'il n'est plus chez eux. C'est là que ma mère s'est levée et a commencé à hurler. Exactement ce que j'essayais de ne pas faire, sauf qu'elle n'a rien retenu. Soit son avocat ne l'a pas prévenue, soit pas assez. Elle s'est littéralement levée au milieu de l'audience, m'a pointé du doigt et a hurlé, « Usurpatrice démoniaque, ce n'est pas son fils, c'est mon fils. Elle me l'a volé, le diable parle par sa bouche, votre honneur. » Le juge lui a immédiatement dit de s'asseoir ou d'être placé en détention. Elle a refusé. Mon père a essayé d'attraper son bras pour la calmer, elle a repoussé sa main, toujours en délire, parlant de Dieu, de démons et de comment je l'ensorcelle avec mon mode de vie dégénéré. Je suis religieuse aussi, donc je ne sais pas pourquoi elle me traite de tout ça. La différence, je ne suis pas délirante. Elle n'est qu'à un cheval et une croix de templier d'un départ en croisade. Les huissiers ont dû la sortir. Mon père les a suivis, murmurant des excuses et prétendant que c'est juste le stress, qu'elle n'est pas comme ça d'habitude. Bien sûr, dites ça à l'agent qu'elle a frappé avec son sac. Après leur sortie, le juge a fait une longue pause. Puis il s'est tourné vers moi et a dit, pour le procès-verbal, votre calme est noté et apprécié. Puis il a signé l'ordonnance de tutelle sur le champ. Je n'ai même pas pleuré. Je pensais que si, mais non. J'ai juste serré la main de mon frère et hoché la tête. En sortant, j'ai vu un agent de sécurité tenant les portes du hall. C'est là que j'ai aperçu mon père dehors, derrière la vitre. Dès qu'il nous a vus, il s'est avancé vers la porte. L'agent lui a dit de partir ou d'être escorté hors de la propriété. Mon père a dit, je veux juste lui dire au revoir, je veux juste lui parler. Il n'a pas dit le prénom de mon frère. Il a juste dit, lui, comme un objet qu'on perd dans un divorce. Quand l'officier a refusé à nouveau, mon père a essayé de forcer le passage, de pousser la porte. L'huissier est intervenu et l'a physiquement repoussé. Leur avocat fera probablement appel. Prêt à me battre. Peut-être que la prochaine fois ils joueront plus fort la carte de la santé mentale. Peut-être qu'ils essaieront encore de retourner la situation et diront que je fais ça pour l'argent ou par vengeance. Voilà tout. Mise à jour 3. Mes parents ont déposé un appel d'urgence affirmant que j'avais kidnappé mon frère avec l'aide d'une secte. Mon boulot l'a su, et les RH m'ont convoqué pour une réunion à propos de mon exposition sur les réseaux sociaux. Je suis presque sûr que ma mère a envoyé un message à mon boss en se faisant passer pour une citoyenne inquiète. Ça fait 6 jours que le tribunal m'a accordé la tutelle temporaire.
Voilà le temps qu'il a fallu à mes parents pour commencer à essayer de détruire ma vie de l'extérieur. Je pensais que les choses se calmeraient après l'audience, ou que ce ne serait qu'un appel et que les avocats s'en occupent. Je pensais que la décision du tribunal mettrait une ligne dans le sable, mais tout ce qu'elle a fait, c'est mettre de l'essence sur le feu. Parce qu'apparemment maintenant elle pense que ce n'est pas juste une affaire de garde. Elle pense que je fais partie d'une secte satanique qui vole des enfants et que j'ai été lobotomisé par des sorcières lesbiennes. J'aime les hommes, donc je ne sais pas pourquoi les sorcières doivent être lesbiennes, si c'était des sorciers, peut-être. Même si les robes, ce n'est pas mon truc. Revenons en arrière. Jeudi dernier a été le premier jour qui a semblé vraiment normal. J'ai fait des pancakes avec mon frère avant l'école. Il a signé, pancake, d'un petit tapotement sur la table, il faisait ça quand il avait 6 ans et qu'on préparait le petit déjeuner du dimanche ensemble. Il a même essayé d'utiliser son application de parole sur l'iPad sans y être poussé. Il a appuyé 3 fois sur « heureux », puis il m'a désigné du doigt. J'ai failli pleurer. Puis lundi m'est tombé dessus comme une brique. J'étais en plein shift. Je fais du support tech, principalement à distance, avec quelques réunions clients. J'ai reçu un message Slack des RH demandant à parler à Zap. Je me suis connecté, parce que je savais que c'était sérieux. Il y avait 2 RH et un directeur régional. Ils ne sont pas passés par 4 chemins. L'une d'elles, appelons-la Linda, a dit qu'ils avaient reçu un email me concernant. Elle en a lu des extraits à voix haute et j'en suis resté bouche bée. Le mail disait que j'avais illégalement pris la garde d'un enfant handicapé, que je faisais face à des poursuites pour ingérence dans les droits parentaux, et que je partageais des détails de l'affaire en ligne pour attirer l'attention. L'expéditeur n'a pas signé, mais il a inclus des liens vers mes posts Reddit. Oui, ce post, toute cette histoire. J'ai demandé s'ils avaient l'adresse d'envoi originale. Ils l'avaient. C'était une adresse Gmail avec une chaîne de chiffres bizarres, mais qui incluait une partie de l'ancien nom de boutique Etsy de ma mère. J'ai su tout de suite. Je leur ai dit franchement, c'est ma mère biologique. Elle me harcèle depuis que j'ai obtenu la tutelle d'urgence de mon frère, après qu'elle et mon père l'avaient abandonné à l'école pendant des heures. Ils ont déjà été arrêtés une fois dans le cadre de cette affaire. Les tribunaux le savent, les services de protection aussi. Je peux transmettre toute la documentation. J'ai envoyé l'ordonnance du tribunal, le rapport de police et les coordonnées de mon avocat. Ça a pris environ 1 heure pour clarifier les choses, mais au final ils se sont excusés et m'ont dit que je gérais ça mieux que la plupart. Pourtant, le fait que ma mère essaie maintenant d'utiliser mon travail contre moi, qu'elle ait trouvé ce poste et se dise « détruisons sa carrière », ce niveau d'obsession vindicative fait peur. Et ça a empiré parce que ce même jour mon avocat m'a appelé. Ils ont déposé un appel d'urgence. Ils essaient d'annuler la tutelle en alléguant fraude, instabilité mentale et diffamation de réputation. Ils citent encore ce poste, disant que j'utilise mon frère comme un trophée de sympathie pour devenir viral. Ma mère aurait même imprimé un des commentaires disant « Ton frère a de la chance de t'avoir » et l'aurait surligné comme preuve que je me bâtis une communauté. Ce serait risible si je ne me sentais pas traqué par une chef de secte avec des ressources juridiques. La seule chose qui me garde ancré, c'est que mon frère va mieux. On a construit une cabane en couverture dans le salon hier soir et il s'est endormi dessous en regardant le monde de Nemo. Je ne sais pas comment se passera l'audience d'appel. Mon avocat pense qu'on n'a rien à craindre, mais mes parents sont acharnés. La prochaine mise à jour sera probablement après l'audience d'appel d'urgence la semaine prochaine. S'il se pointe avec des croix et de l'eau bénite, ça ne m'étonnerait même plus à ce stade. Mise à jour 4. Nous avons gagné l'appel. Le juge a prononcé la suppression définitive des droits parentaux de mes parents et a qualifié leur comportement de dangereux et délirant. Ma mère s'est effondrée en hurlant dans le couloir du tribunal et a dû être prise en charge par les urgentistes. Je n'arrête pas de regarder mon téléphone comme si j'attendais que quelqu'un me confirme que tout ça vient de vraiment se produire. On a gagné, on a gagné, on a gagné. Non seulement l'appel a été rejeté, le juge a officiellement coupé leurs droits parentaux. Ma tutelle n'est plus temporaire. Je suis son tuteur légal, définitivement. Mon frère est en sécurité. Plus de visites supervisées. Plus d'audiences d'urgence. Plus d'avocats tournant autour de mon salaire comme des vautours essayant de prouver que je suis une kidnappeuse sectaire sur Internet. C'est fini. Mais bien sûr, dans un joli élan de théâtre, ils n'ont pas laissé les choses se terminer tranquillement. Voilà ce qui s'est passé. L'audience d'appel d'urgence avait lieu ce matin. On nous avait dit que ça serait rapide, surtout procédural. Mon avocat n'était même pas nerveux. La cour d'appel avait déjà examiné l'affaire initiale, le dossier d'arrestation, et la montagne de preuves que nous avions fournies. Le fait qu'ils aient eu une audience relevait du respect du droit à un procès. Personne ne s'attendait à des étincelles, mais mes parents sont entrés avec de l'essence et une allumette. Dès que nous sommes arrivés, moi, mon avocat, et mon frère avec ses écouteurs Spider-Man, tenant ma main, on sentait la tension. Ma mère avait déjà le visage tout rouge, chuchotant avec son avocat. Mon père avait l'air privé de sommeil. Mon instinct me disait que quelque chose allait arriver, mais rien ne m'a préparé à ce qu'ils ont fait. Leur avocat s'est levé et a dit qu'il voulait présenter une nouvelle preuve, un témoin de moralité. J'ai senti le sang me monter au visage. Il a fait signe vers la porte et une femme que je n'avais jamais vue est entrée, probablement dans la quarantaine, habillée de manière conservatrice,
pendant Yves Croix, tout l'attirail de la mamie de l'église concernée. Elle s'est présentée comme une amie de la famille de longue date et conseillère spirituelle, venue témoigner que mes parents sont des personnes aimantes et pieuses dont le fils leur a été arraché dans un moment de faiblesse émotionnelle. J'ai regardé mon avocat qui ne m'a rien dit d'autre que « laisse-les creuser ». Puis la femme a commencé à raconter comment elle et ma mère priaient ensemble pour que le démon soit chassé du corps de mon frère. Elle a dit, et je le jure sur tous les dieux de cette planète, que l'autisme est une épreuve de foi, et que parfois les enfants ont besoin d'un reset spirituel ferme pour retrouver la faveur de Dieu. J'ai regardé le juge. Il semblait simplement fatigué. Il l'a coupé en plein milieu de sa phrase et a demandé, direct, « Êtes-vous en train de suggérer que le handicap de l'enfant est quelque chose qui peut être effacé par la prière ?» Elle a répondu sans cligner des yeux, « Oui, votre honneur, je l'ai déjà vu. » Il lui a ordonné de partir. L'a rejeté comme témoin. A déclaré que son témoignage n'avait aucune place dans un tribunal. Puis il a regardé mes parents et leur a demandé, « C'est vraiment l'argument que vous voulez présenter, que votre enfant est défectueux et qu'il a été volé par quelqu'un qui s'est simplement contenté de lui fournir des soins cohérents et de la sécurité ?» Ils n'ont rien dit. Mon père fixait le sol, ma mère pleurait dans sa manche, et leur avocat avait l'air de vouloir se dissoudre dans le sol. Le juge s'est penché en avant, a pris une inspiration et a dit, « Le niveau de délire, de négligence et de maltraitance présenté par les parents biologiques n'est pas seulement préoccupant, il est dangereux. Je ne trouve aucune raison de croire que leurs actions sont dans l'intérêt de l'enfant. En conséquence, je mets fin à tous les droits parentaux, avec effet immédiat. La tutelle est accordée à la sœur requérante, avec pleine autorité légale et pouvoir décisionnel. Je n'ai respiré que lorsque j'ai senti mon frère serrer ma main. Après l'audience, c'est devenu encore plus surréaliste. Nous sommes sortis dans le couloir, et dès que la porte s'est refermée derrière nous, ma mère s'est effondrée au sol, hurlant comme si elle faisait une crise complète, pleurant comme si quelqu'un était mort, ce qui, dans sa tête, est peut-être le cas. Je ne sais pas. Les secours ont été appelés. Ils l'ont évacué sur un brancard, toujours en train de hurler. Mon père a suivi, mais sans dire un mot. Ni à nous, ni aux huissiers, ni à personne. Et juste comme ça, ils ont disparu. Je ne sais pas où ils sont maintenant. Je m'en fiche. J'ai bloqué tous les numéros. J'ai envoyé un mail à tous les contacts familiaux en commun disant que si quelqu'un essaie de nous réconcilier, ou de jouer les médiateurs, je couperai aussi les ponts. Nous sommes rentrés à la maison il y a quelques heures. J'ai fait du mac and cheese et on a construit une autre cabane en couverture. Mon frère n'arrêtait pas de me regarder pendant qu'on mangeait. Comme s'il réfléchissait très fort à quelque chose. Puis il s'est levé, il est venu vers moi, m'a touché le bras et a signé « Maman ». Juste ça. J'ai cru avoir mal interprété au début. Mais non, il l'a refait. Il s'est touché la poitrine, puis la mienne. Et j'ai craqué. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai pleuré sur son épaule pendant qu'il me tapotait le dos, comme si c'était moi qui avais besoin de réconfort maintenant. Je ne sais pas si je mériterai un jour ce mot. Je ne sais pas si je m'y prends bien ou si je fais des petites erreurs tous les jours, mais je sais qu'il est en sécurité. Je sais qu'il est heureux. Je ne sais pas s'il y aura d'autres mises à jour, ou si c'est la dernière. Mais si c'est la dernière, je suis heureuse que ce soit une fin heureuse. Mise à jour 5. Mes parents ont été arrêtés lors d'une manifestation, la police est intervenue et ma mère a crié « Porc » à un officier pendant que mon père lançait une boîte de peinture. Au moins, cette mise à jour ne parle pas d'eux essayant de prendre mon frère, mais plutôt de contre la police, comme un duo de braqueurs ratés. C'est arrivé il y a quelques mois, mais j'ai attendu les sentences avant de faire la mise à jour. Mes parents, la prophétesse, qu'ils ont amené à l'appel, et d'autres personnes prises dans des délires religieux ont essayé de marcher contre l'injustice et la police. Mais les policiers avaient ordre de les empêcher de bloquer la circulation. Donc lorsqu'ils sont arrivés sur une des rues les plus fréquentées de la ville, la police les attendait pour les disperser. Au début, c'était calme, leur dire qu'ils ne pouvaient pas bloquer la route, mais ensuite, les choses ont dégénéré. Vous savez, comme mes parents aiment que ça dégénère. Je ne sais pas ce qui a démarré la bagarre, mais je sais que la police a dû utiliser des gaz lacrymogènes et des matraques pour disperser le groupe. Je sais aussi que ma mère a crié « Porc » aux officiers et a essayé d'en frapper un. Avec une de leurs pancartes montée sur une planche en bois. Pendant ce temps, mon père avait une boîte de peinture, probablement pour la lancer sur l'hôtel de ville, là où il se dirigeait, et il a fini par la lancer, ouverte, sur un officier. Il n'a pas seulement frappé l'officier avec la boîte à moitié pleine, l'autre moitié a éclaboussé l'officier et plusieurs personnes autour. Ils ont été arrêtés, après avoir été frappés de coups de matraque, puis inculpés. Ma mère a écopé de 6 mois de prison et d'une amende, mon père a pris 12 mois, plus 6 mois de probation et une amende. D'autres manifestants ont eu diverses peines, mais ça ne vaut pas la peine d'en parler. Je serais incapable de vous dire qui ils étaient. Aucune idée de ce qu'est devenue la dame de l'appel, seulement qu'elle était présente. Petit à petit, mon histoire devient moins mes parents contre mon frère et moi, et davantage mes parents contre la police. On dirait que le prochain poste sera écrit par le département de police lui-même. Moi, institution vieille de 250 ans, et un problème avec un couple de privilégiés qui essaie constamment de m'attaquer. Rien que l'imaginer, ça m'a fait rire,
et je serai la première à commenter, tu n'es pas un mauvais flic, ce Kevin et cette Karen méritent le karma. Je vivrai pour un poste comme ça.